Mesdames et messieurs, c'est Gay l'Afrique qui vous accompagne une fois de plus. Et là, comme vous le savez, cette nouvelle semaine, mesdames et messieurs, est aussi marquée, ou disons, elle s'annonce sur plusieurs formes. Comme vous le savez, il y a une progression toujours qui s'est fait constater de l'ennemi, les agresseurs du Rwanda et leurs alliés des M23 qui continuent toujours à prendre des territoires. Au même moment, nous voyons une classe politique aussi s'intéresser trop à des sujets qui, comme vous le savez, mesdames et messieurs, n'ont rien à voir avec ce qu'on peut appeler une sécurité, qui s'intéresse aux priorités. Et là, c'est bien sûr, mesdames et messieurs, la révision de la Constitution qui ne cesse de s'inviter toujours dans les débats. Et c'est toute une classe politique qui est enflammée par cet aspect des choses. Alors, pour en parler, mesdames et messieurs, nous donnons la parole à la société civile. C'est vrai, les politiques peuvent les dire sous leur casquette, mais cette fois-ci, la société civile a droit aussi à la parole pour qu'elle puisse s'exprimer sur tous ces enjeux de l'ère. Je rappelle la progression du M23 au moment où, mesdames et messieurs, la classe politique nous parle de cette question de la révision ou changement de la Constitution. Pour vous, nous recevons donc Vicar Angui Batundi, acteur de la société civile, il est défenseur des droits de l'homme. Nous sommes avec lui et c'est un plaisir de les retrouver sur Gay l'Afrique Télévision. Bonjour, monsieur Vicar. Merci, cher Jenny. Ça fait un plaisir de participer à votre émission. Comment vous allez? Bon, là, au rythme du pays, avec des cauchemars liés au mouvement de population, des mouvements involontaires. Maintenant, c'est Pinga qui est sous menace, donc c'est pourquoi vous nous voyez un peu stressés. Voilà, alors ces stress, justement, on ne sait pas jusqu'à quand on va mettre fin à ces stress. Est-ce que vous êtes toujours optimiste ou soit c'est un sentiment de déception qui vous anime aujourd'hui? Bon, déception et espoir au même moment, parce que nous devons toujours développer une résilience situationnelle, peu importe le nombre d'années, parce que c'est maintenant à plus de 30 ans dans la guerre. Nous autres, on dirait nous avons grandi dans la guerre. Il y a risque de vieillir dans la même guerre. Et on se pose la question, quel type de péché avons-nous commis pour subir ce que nous sommes en train de subir comme misère aujourd'hui. Donc notre population a perdu totalement espoir. Parce que quand vous arrivez, par exemple, même dans le cas de déplacés, vous allez sentir l'odeur nauséabonde de la misère. Et pour moi, en tout cas, c'est une situation préoccupante et qui devait attirer cette fois-ci l'attention du monde entier pour qu'on mette fin surtout à l'hypocrisie. Il y a trop d'hypocrisie dans les négociations, dans le processus de paix, Luanda, Nairobi 1, 2, 3, 4, peut-être il y aura aussi 5. Alors tout ça, il y a eu beaucoup de processus de paix mais qui n'ont pas abouti au vrai résultat, c'est-à-dire à la solution durable. Parce que je tiens aussi à rappeler, à maintes reprises, vous êtes revenu sur cette question en alertant les autorités par rapport à cette hypocrisie de ces interlocuteurs d'en face. Mais le gouvernement fonce toujours dans les processus diplomatiques et sur le plan militaire, c'est stand-by. Oui, vous savez, il est clairement reconnu qu'on ne peut pas gagner une guerre seulement en abordant une option, c'est-à-dire soit l'option militaire et vous abandonnez les autres, ou l'option diplomatique et vous abandonnez l'option militaire. Il faut se rassurer que vous travaillez avec toutes les options possibles. C'est-à-dire au même moment qu'on est dans des pourparlers, dans des négociations, parce que c'est aussi malheureux d'aller dans des négociations en état de faiblesse. Vous êtes à genoux et vous voulez négocier avec quelqu'un qui est debout. Déjà là, vous partez en mauvaise posture, mal positionné. Alors, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut mettre fin à l'hypocrisie. Parce que vous savez, moi je l'ai toujours dit et j'ai cette foi que nous pouvons terminer cette guerre avec une simple phrase. S'il y a la volonté politique. Une simple phrase. Ouais. Et là, peut-être pourquoi? Parce que vous avez suivi, par exemple, à l'époque, à la période des élections. Oui. Les États-Unis et la France et d'autres pays puissants s'étaient prononcés en disant nous ne voulons pas de crépitement de balles pendant le processus électoral en RDC.
Et à ce temps-là, Kagame avait obtempéré. Voilà, les élections se sont passées Oui. sans qu'il y ait un seul coup de balle qui crépite. C'est pour vous dire qu'ils peuvent dire désormais, nous n'avons plus besoin de la guerre en RDC. Désormais, nous avons besoin de bruit des bottes des investisseurs, des agriculteurs en RDC. Et la guerre va cesser sans qu'il y ait un seul coup de balle. Alors, donc c'est possible si les décideurs prenaient au sérieux la situation qui équime la République démocratique du Congo, parce que, en tout cas, nous en avons marre, nous en avons assez. Plus de 30 ans, c'est trop. Imaginez-vous, il y a des enfants nés, grandis dans la guerre, et certains sont devenus belligérants dans la même guerre. Parmi ces mêmes victimes, si nous parlons de filles, il y a des filles issues des viols, grandies dans les viols, jusqu'à devenir victimes de viols dans le même contexte. Alors, s'il faut se poser la question maintenant sur le plan psychologique, Oui. quel est l'état psychologique de cette population? Tout le monde est traumatisé aujourd'hui. Et c'est pourquoi il y a même l'intolérance. Il faut, si quelqu'un seulement crie derrière toi, voleur, tu vas voir ce que tu vas subir comme sur avant l'intervention de la police. Peut-être c'est déjà un pneu qu'on va retrouver sur ton corps. Et donc, ça, c'est parmi les résultats ou les conséquences du traumatisme. La population est en train d'aller vers l'intolérance et nous risquons de nous retrouver dans la somalisation de la République démocratique. Voilà, alors dans tout ça, est-ce que c'est toujours prioritaire pour les gouvernements aujourd'hui? Donc, même la classe politique dans son ensemble, quand on voit ce qui intéresse aujourd'hui dans les débats politiques, est-ce que c'est cette situation sécuritaire, humanitaire aussi, elle préoccupe toujours au plus haut point les autorités? Non, elle peut préoccuper, mais avec légèreté. Il y a une légèreté. Pourquoi je le dis? Parce que même nous sommes dans une session parlementaire spécialement budgétaire. Justement. Et moi, parmi mes attentes, d'ailleurs, j'avais écrit là-dessus, en disant on devait focaliser même les 50% du budget seulement à la recherche de la paix. Et là, c'était facile de demander, par exemple, à tous les ministres, à tous les députés, à tous les sénateurs, et même peut-être le chef de l'État, de se sacrifier. Et comme ça, on divise en deux leurs salaires, leurs émoluments, pour que l'on puisse renforcer les efforts de guerre, on puisse aussi répondre aux besoins des enseignants, des infirmiers, des militaires, dans plusieurs secteurs, les choses ne marchent pas bien. De suite. Oui. Parce que c'est inacceptable qu'on puisse avoir toujours un salaire discriminatoire, là où on trouve certains sont au top et d'autres sont dans les médiocres. Donc, c'était notre attente, mais curieusement, ça n'a pas été pris en compte. Mais en tout cas, nous, on attendait à ce que au moins tous les budgets de 2025 soient focalisés sur la guerre, et l'instauration de la paix, l'achat d'un arsenal militaire, c'est-à-dire pour renforcer la logistique militaire, améliorer les conditions de vie de tous les militaires qui sont dans les zones opérationnelles. Parce que, imaginez-vous aujourd'hui, si on donnait ne fût-ce que $500 au dernier militaire par mois, il sera totalement motivé. Mais avec les miettes qu'ils reçoivent, difficilement, il est difficile de gagner une guerre, mais aussi on ne peut pas se battre étant affamé. Voilà. Alors, cette question, je l'ai posée justement aussi pour essayer un peu de comprendre, parce qu'aujourd'hui, plus d'un Congolais se pose la question de comprendre comment aujourd'hui nous sommes dans une période où le pays est agressé, les territoires, les entités sont en train d'être occupées par l'ennemi, mais les grands décideurs de ces pays nous parlent de la Constitution. Jusqu'au point de dire que cette Constitution les bloque dans certaines décisions qu'ils devraient peut-être prendre, entre autres pour mettre en place un gouvernement. Le chef de l'État a besoin de plusieurs mois pour y arriver. Pour lui, c'est la Constitution qui les bloque. Il parle même de cette question de gouverneurs, les gouverneurs et les assemblées provinciales. Ça pose problème si on peut voir les pays dans son ensemble. Et tout ça, aujourd'hui, c'est la Constitution qui doit être changée. Bon, c'est une autre question épineuse qui fait couler encre et salive.
Mais moi, je me dis, c'est parce que peut-être nos autorités, pour la plupart des cas, elles prennent des décisions hâtives et des décisions sans commencer par une étude de faisabilité, si pas une analyse critique. Parce que pour réviser ou changer la Constitution, d'ailleurs là il y a des options. L'option révision et l'option changement. Oui. Mais attendre parler le discours, dans son discours, le chef de l'État a été clair. Il a parlé de changement. Oui. Alors, les changements d'abord ont des conséquences. Parce que qui dit changement, c'est-à-dire toutes les institutions, en commençant par la présidence de la République, doivent tomber caduques. Oui. On recommence tout donc, à nous zéro. Recommençons à zéro. Oui. Et là, comme nous sommes à la 3e République, nous allons entrer dans la 4e République. Et il faut ajouter le fait que, pour les changements, nous venons récemment des élections qui nous ont coûté des millions de dollars. Après 1,3 milliard. S'il faut organiser encore un référendum, ça va nous coûter aussi des milliards de dollars. Et malheureusement, avec le risque que l'on puisse se retrouver encore dans une transition. Oui. Avec le risque de nous retrouver dans une autre formule, peut-être de 1 plus 10, je ne sais pas. Parce qu'aujourd'hui, nous avons maintenant plus de 910 partis politiques. Donc, si on revenait dans la même formule de 2006, oui. Non, avant la Constitution de 2003, 2001. 2020. Alors, si on revenait dans la même formule, c'est-à-dire nous allons nous retrouver avec un président et toute une chaîne de chefs de présidents, de vice-présidents. Ça pose des problèmes parce qu'il n'y a aucun pays du monde qui peut se développer pendant la transition. Nous en avons déjà connu autant. Oui. Alors, ça c'est un aspect. Un autre aspect, si on veut changer la Constitution ou la réviser, il y a des préalables. Premier préalable, il faut tenir compte du contexte. C'est poser la question, est-ce que le contexte dans lequel nous sommes permet de toucher des questions sensibles comme celle-là? Oui, peut-être. Deuxième question, deuxième préalable, l'opportunité. Est-ce opportun de réviser la Constitution maintenant? Une Constitution qui n'est pas adaptée à nos réalités aussi. Troisième préalable, qu'est-ce que nous voulons changer ou qu'est-ce que nous voulons réviser? C'est après avoir posé toutes ces questions et trouver une réponse qui convainc tout le monde, qui convainc la population entière. C'est maintenant qu'on peut engager les débats. Mais venir comme ça, sans se rassurer que la préoccupation aura l'unanimité, c'est vouloir verser de l'huile au feu dans un pays dont le contexte est déjà les partis présidentiels sont en pleine campagne. Oui, en pleine campagne, parce que... Mais est-ce qu'ils ont tenu compte de ces trois préalables majeurs? Sans pour autant nous expliquer les pourquoi. Parce que j'ai suivi, par exemple, dans certains débats, on parle de l'article 51. Oui. Là, on prévoit la protection des groupes minoritaires. Mais il revient encore de se poser la question, qui est minoritaire par rapport à qui? Ça aussi, c'est un autre débat. Parce que comment définir pour devenir un peuple minoritaire, en tout cas, les critères n'est pas basé seulement sur l'effectif. Justement. C'est pas seulement l'effectif, il y a beaucoup de critères sur lesquels il faut se baser. La représentativité au sein des instances décisionnelles et tout. Il y a plusieurs critères à interroger avant qu'une communauté ou une ethnie, un groupe ethnique puisse être confirmé groupe minoritaire. C'est comme le cas par exemple des peuples autochtones pygmées. À un certain moment, on les considérait comme des minorités. Mais il est arrivé un jour où eux-mêmes ils se sont dit non, nous sommes plutôt une population vulnérable et non minoritaire. Heureusement, le même article 51 de la Constitution protège aussi les groupes vulnérables. Les vulnérables, voilà. Justement. Donc, alors ça c'est un aspect. Il y a aussi l'article 217. C'est l'article qui fâche. Mal interprété ou interprété de diverses manières, ça aussi. Non, là aussi il y a l'ignorance, dans le sens où c'est la même Constitution qui place au niveau supérieur les instruments internationaux, juridiques, nationaux, internationaux et régionaux
Et là, si nous prenons seulement le cas de la charte des Nations Unies, elle martèle sur le respect de la souveraineté des États. Donc ce texte-là est déjà au-dessus. Oui. Alors que notre article 217 dit qu'on peut céder une partie, c'est déjà la souveraineté qu'on va toucher. Une partie de notre souveraineté. Voilà. À ne pas confondre avec une partie du territoire. Parce voilà. que ce qui est dit, on donne ça au peuple. C'est que pourtant, la souveraineté est déjà protégée par les textes au niveau international, qui ont une suprématie par rapport aux lois internes. Alors, où est la crainte? La crainte n'est pas fondée. Même chose au niveau régional, au niveau de l'Afrique. Dans la charte africaine, on martèle aussi sur le respect et l'intangibilité des frontières. Alors pour entrer un tout petit peu dans les raisonnements de l'opposition, parce que quand le chef de l'État s'adresse à la population de Kisangani, il a aussi abordé la question sur les mandats, en disant non, si un président paie les mandats, qui est disons, un mandat renouvelable une seule fois, il peut aller au-delà, mais ça dépend de la volonté du peuple. Là, il jette la balle à la population. Et ce n'est pas là une intention de vouloir, encore une fois, changer les nombres et la durée des mandats. Voilà, c'est pourquoi j'ai dit qu'il faut analyser le contexte, l'opportunité, mais aussi être précis par rapport à ce qu'on fait toucher. Tout à fait. Alors, quand le chef de l'État dit ça, bon, nous sommes en Afrique et nous nous connaissons. Chaque fois que les mandats ça fait, surtout les deuxième et dernier mandats. Deuxième et dernier, oui. Ça pose souvent des problèmes. Parce que les gens commencent maintenant à se poser la question. Après les mandats, nous irons où? Surtout que pour la plupart de nos dirigeants, ils commettent aussi des violations graves des droits de l'homme. Alors c'est pourquoi ils veulent s'éterniser au pouvoir. Parce que quand on est au pouvoir, on a encore toutes les immunités possibles. Et donc, on est intouchable. Mais aussitôt qu'on n'est plus au pouvoir, pourtant, l'alternance au pouvoir devait servir plutôt pour avoir des dirigeants modèles. Prenons le cas de Nelson Mandela d'illustre mémoire. Il a été arrêté pendant 27 ans. Et après, juste après sa libération, il a été élu président de la République. De l'Afrique du Sud. Il a fait un seul mandat. Il a dit, j'ai atteint mon objectif, je vous laisse continuer parce que le pays est maintenant stable. Voilà des bons modèles de dirigeants africains sur lesquels on devait s'inspirer. Est-ce qu'il n'a pas... D'ailleurs, lui qui a fait 27 ans, il devait se dire, moi aussi je mourrai. J'ai souffert avant au pouvoir, parce que pour y accéder, j'ai peiné. Alors, donc, en tout cas, nos dirigeants devaient faire attention avec la population. Surtout, mettre dans leur tête que l'organigramme du pays place la population au sommet comme souverain primaire. Voilà la question que je voulais même vous poser. Voilà. Vous êtes mieux placé pour nous répondre à cette question. Vous êtes de la société civile, vous encadrez la population. Et des fois, cette population, elle doit aussi être éduquée aussi par vous. Alors, dites-nous aujourd'hui, Vicar, est-ce que cette population, vous la trouvez encore une fois consciente pour non seulement bloquer la route à ceux-là qui veulent s'éterniser au pouvoir, ceux-là qui veulent tripatouiller la Constitution, soit cette population sera encore une fois emportée par les désirs de ces politiques, comme c'est toujours le cas, malheureusement. Non, vous savez que moi, ce que je peux tirer comme leçon dans le lancement du message à la population, c'est d'abord la première vague des réactions. J'ai eu à lire même sur certains comptes Twitter, là où les militants des différents partis politiques essaient d'évoquer cette question. J'ai suivi même sur les tweets du rapporteur de l'Assemblée nationale comment ça a chauffé. Donc c'est déjà, ça peut servir déjà de baromètre de l'attention de la population. Quelqu'un peut être calme aujourd'hui, ce n'est pas qu'il est ignorant. Mais il faut maintenant essayer de toucher là où il ne faut pas toucher. Malheureusement, c'est peut-être ça l'attitude aujourd'hui de ces Congolais, contrairement aux réactions populaires de 2015, 2016, 2017 sous Joseph Kabila. Aujourd'hui, c'est vrai, les gens sur les réseaux sociaux peuvent s'exprimer, peuvent manifester leur mécontentement, mais sur terrain, on peut les voir
venir pour manifester même librement. Les Congolais ne les font plier aujourd'hui sous Félix Tshisekedi. Bon, il y a plusieurs facteurs parce que d'abord, en ce qui concerne la société civile, Oui. elle a été émiettée. Nous en avons plusieurs aujourd'hui. Peut-on dire qu'elle est aussi fragilisée? Oui, c'est cet émiettement qui l'a fragilisée. Oui. Donc, les politiciens ont réussi à disperser les efforts de la société civile, Oui. de telle sorte qu'il est difficile de trouver des cas qui mènent les actions et un cas peut soutenir les actions proposées par un autre. Mais il faut faire attention parce que ça dépend d'un sujet à un autre. Ici, il s'agit d'une question de la souveraineté de l'État, d'une question de l'avenir. Et la classe dirigeante avait tout son temps. 6 ans déjà, c'est beaucoup. Parce que moi, je me dis, par exemple, pour le premier mandat, les 5 ans, ils n'ont géré que 3 ans. S'ils savaient, parce que gouverner, c'est prévoir, gouverner, c'est anticiper. Oui. S'ils savaient qu'ils allaient proposer la révision ou le changement de la Constitution, ils pouvaient travailler durement, se sacrifier, se priver des millions qu'on détourne matin, midi, soir, pour garantir le bien-être à la population. Parce que moi, la première question que je me suis posée quand j'ai écouté le discours, je me disais, mais si on avait 0 déplacés internes aujourd'hui, c'est-à-dire dans tous les villages, il y a l'autorité de l'État qui est instaurée. Et que l'on a même maintenant ce message, bon, comme nous avons réussi à maîtriser la sécurité, mais voici, il y a un danger ici, ce qui nécessite un changement. Qui allait résister? Voilà pourquoi on a posé la question pour comprendre qu'est-ce qui est prioritaire. Et vous-même, vous revenez toujours sur des questions d'opportunité, priorité, toutes ces questions. Personne n'allait résister parce qu'on allait se dire, ok, quand même vous avez travaillé, le pays est pacifié, allez-y. Mais avec la misère accablant aujourd'hui, toucher encore sur une question dont les gens vont se dire, donc vous voulez changer pour continuer à nous gérer dans cette misère éternellement. Ça ne peut pas passer. Donc c'est pourquoi j'attire l'attention des dirigeants sur les 3 aspects. Analyse du contexte, analyse de l'opportunité, mais aussi être clair par rapport à... Tout en nous rassurant que la population, il faut toujours faire attention avec cette population. Voilà. Elle peut toujours réagir. Donc la tension peut monter et peut-être on ne saura pas éteindre le feu. Voilà, Vicar Angi Batundi, nous sommes en train de vous dire merci justement pour ce temps nous accorder et nous venons justement de parler République démocratique du Congo. On vient aussi d'avoir votre lecture des faits aujourd'hui par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir en termes d'actualité en République démocratique du Congo. Gué l'Afrique, télévision, les médias panafricains vous disent merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'était la Vicar Angi, justement notre invité du jour. Nous vous fixons rendez-vous prochainement pour revenir sur d'autres questions qui dominent l'actualité politique, économique, sécuritaire, éducative, mesdames et messieurs, sur Gué l'Afrique Télévision toujours, et vous serez toujours édifiés. Toutes les tendances sont les bienvenues. À vous de vous abonner massivement. N'hésitez pas aussi à liker cette production et nous allons aussi vous lire en commentaire qu'est-ce que vous pensez, mesdames et messieurs, de cette situation. Vicar Angi vient de nous donner des précisions et les articles qui sont aussi mal interprétés. À vous aussi, mesdames et messieurs, de commenter. Nous vous fixons rendez-vous très prochainement. À vous de nous rester toujours fidèles.